Paris tenu, à l'issue de cette deuxième journée des États généraux de l'assurance CIMA-FANAF ce 8 mars 2018 où consommateurs, assureurs et régulateurs ont continué de soulever ensemble tous les problèmes liés au secteur à travers les ateliers du jour. Je suis Mamadou Koné, directeur général de l'Alliance Vie Côte d'Ivoire et en même temps membre du bureau exécutif de la FANAF, aussi membre du comité des experts de la CIMA. Alors le bilan il est très positif, vous avez dit à mi-parcours, mais je dirais presque le bilan à fin parcours parce que là il nous reste un panel et nous avons tenu le pari déjà de tenir tous les thèmes qui étaient prévus en 2 journées. Et vous voyez bien que la journée d'hier, très vite on a splitté les thèmes. On a fait un thème global sur l'assurance vie qui nous a pris toute une journée dans le cadre d'un groupe séparé et toute une autre journée sur l'assurance automobile dans le cadre d'un autre groupe séparé et nous avons enregistré près de 200 participants par groupe. Alors ce qu'il faut retenir c'est qu'au moins avec les consommateurs d'assurance, avec les régulateurs, avec les assureurs, on a mis sur la table tous les problèmes. Et là je vous dis franchement, tous les problèmes, nous nous sommes regardés dans le miroir, on a diagnostiqué, on a vu ce qui n'allait pas et on a passé en revue un certain nombre de pistes de solutions. L'assurance vie, vous avez vu par exemple, la question de la création de la valeur pour le client a été mise sur la table, la question du paiement des prestations, des délais, mais aussi la question de la distribution. La question de la distribution, la rémunération de celui qui distribue l'opération d'assurance, mais aussi quel équilibre trouver entre cette rémunération et la valeur ajoutée pour le client, mais aussi la valeur ajoutée, la création de valeur pour l'assureur. Donc tout ça a été mis sur la table pour être approfondi dans les ateliers. Alors cette première journée au niveau de l'assurance vie, vraiment on ne pouvait pas espérer mieux parce que toutes les questions ont été mises sur la table et surtout la question de la satisfaction client. L'autre bilan qu'on peut faire sur la première journée d'hier, c'est aussi l'assurance automobile. Vous savez que l'assurance automobile, comme on le dit, c'est la branche qui nuit le plus à l'image des marques de l'assurance à cause des victimes d'accidents. Et vous avez vu, pour une fois, la victime a été mise en droit de parler. La victime a été mise en droit de dire ce qu'elle pensait de l'opération d'assurance. Et les victimes, ce ne sont pas l'association des victimes d'accidents ou bien des consommateurs de produits d'assurance, ne se sont pas privés. Ils ont dit ce qui n'allait pas. Nous les avons écoutés, nous les avons compris. Et là aussi, le diagnostic il est très clair. Nous devrons revoir nos process, nous devrons revoir le code aussi en divers aspects pour aussi faire en sorte que le quantum d'indemnisation qui revient aux clients puisse être regardé avec sérénité pour voir effectivement au niveau de la victime, est-ce qu'il y a lieu de faire remonter les barèmes et si ça doit se faire dans quelle proportion. Toujours est-il que les statistiques ont démontré que quelque part il y a quand même du travail à faire à ce niveau. Donc on verra comment régulateurs, assureurs, mais aussi les directions nationales des assurances peuvent se mettre autour de la table pour approfondir cette question. Les ateliers du jour ont été l'occasion pour les panélistes de passer en revue les questions transversales, entre autres la distribution, la micro-assurance, l'assurance maladie, afin de trouver des pistes d'amélioration vis-à-vis du consommateur tout en appliquant la réglementation qui s'impose. La distribution de l'assurance, quelle stratégie face aux mutations en cours? Je m'appelle Sherba, je suis courtier d'assurance ou assureur conseil comme on l'a dit tantôt dans la salle. J'intervenais pour le compte de la FIAC, la Fédération interafricaine des courtiers d'assurance, sur donc ce thème choisi par la FANAF sur les réseaux de distribution traditionnels, c'est-à-dire le courtage en assurance. C'était donc pour livrer donc l'expérience que j'ai vécue en tant que courtier traditionnel et ensuite donner mon point de vue sur les transformations nécessaires sur le plan réglementaire pour accompagner notre métier et s'adapter. Aujourd'hui, on nous dit que donc le digital est là. Le digital, effectivement, c'est quelque chose qui s'impose à nous. C'est une opportunité formidable qu'il faut donc s'approprier, la transformer plutôt et ne pas percevoir ça comme une menace. Aujourd'hui, le digital a sa place, c'est ce que je voulais dire à la fin donc, de mon propos, mais les courtiers traditionnels ont un rôle fondamental à jouer. Parce que le digital, ça s'intéresse à un type de clientèle spécifique, c'est les produits de masse, c'est les clients donc, de particuliers. Donc les niveaux de primes ne sont pas négligeables, mais ce n'est pas ça qui va développer véritablement nos marchés. Si on veut aujourd'hui donc atteindre les taux de pénétration qui sont donc escomptés, il faut redynamiser le secteur, travailler avec le courtage traditionnel et recentrer encore, revenir sur le métier de l'intermédiaire. Je le dis, nous avons un rôle de conseil, d'assistance à nos clients. Ça c'est fondamental et le développement de l'assurance ne peut pas échapper à cette règle. Rosalie Legan, directeur général Atlantique Assurance.
j'ai été conviée pour animer le panel sur la redynamisation du secteur traditionnel. Alors les acteurs traditionnels, ils sont cités dans le code CIMA, c'est ceux qui présentent, autorisés à présenter les opérations d'assurance. On appelle traditionnels ceux qui étaient là, disons les premiers, c'est les courtiers, les agents généraux, également nos bureaux directs et également les agents mandataires, c'est-à-dire ceux qui sont rémunérés à la commission. C'est vrai que le code a évolué par la suite avec les banques, la poste, mais on entend par traditionnel, disons, ces 4 que je viens de citer. Pour redynamiser, il fallait d'abord un peu faire le point de ce qui ne va pas, donc quelles sont les faiblesses justement de ce réseau. Et puis, disons, les recentrer sur ce qui fait véritablement la valeur ajoutée et qui apporte une satisfaction aux clients. Parce qu'il faut être là, pas seulement pour vendre, mais également pour le service après-vente. Et donc, pour cela, il nous faut des gens qui sont bien formés. Il faut que nous puissions également, dans le cadre d'associations, prendre des décisions qui aident à mieux faire notre travail et à corriger surtout l'image de l'assurance qui est vraiment dégradée. Et donc nous avons fait des propositions dans ce sens, notamment aux législateurs, pour pouvoir, disons, formaliser, à l'instar de certains pays, le Maroc, la France, certaines pratiques, notamment le droit de conseil qui doit être formalisé et également on doit pouvoir rendre obligatoire un examen, on doit pouvoir instituer un examen pour devenir agent ou courtier. On constate malheureusement sur notre marché une prolifération d'agents et de courtiers qui sont mal formés ou bien une fois qu'ils rentrent en métier, qui ne prennent plus le temps de s'adapter, de mieux connaître les produits. Il faut donc, c'est cela que nous proposons aujourd'hui, mais également que les compagnies aussi aujourd'hui investissent dans le système d'information qui, disons, à moyen terme, sera rentable pour eux parce que nous allons pouvoir fournir à nos intermédiaires, à nos bureaux directs, des moyens pour pouvoir aujourd'hui gérer véritablement la clientèle et de façon, disons, plus professionnelle. Et je pense que c'était ça que nous avions voulu faire passer comme message dans le cadre de cette redynamisation-là. Mais c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, on a parlé du digital. Le digital, pour le réseau traditionnel, c'est une opportunité. Une opportunité. Parce que ça accélère le travail et également, ça permet aujourd'hui à nos clients d'avoir confiance. Il y a tellement de choses que le digital permet de faire et qui amène le réseau de distribution à se recentrer sur leur activité de conseil véritable aux clients. Donc il faut utiliser ces canaux, il ne faut pas en avoir peur, être sur les réseaux sociaux et même amener dans un futur proche à faire des déclarations même par les systèmes d'information. Voilà. La microassurance comme vecteur de croissance et d'inclusion sociale. Hello, I'm Janice Angove from the Access to Insurance Initiative, and I'm the project coordinator for the Access to Insurance Initiative for Sub-Saharan Africa, and we focus on supporting insurance regulators to develop regulations for microinsurance. So today it's really important to consider developing a regulatory environment that is supportive of innovation while protecting consumers at the same time. And insurance regulators really need to consider their market context when they're developing their microinsurance regulations. They also need to make sure that they are involving all of the parties involved in working with consumers for microinsurance products, including the industry and other regulators like the telecommunications regulators when they're developing their regulations. They also need to consider how effectively to monitor the microinsurance market as it develops so that they are able to look at the experience of innovative products and make adjustments to their regulations over time. Oui, bonjour, Marc Nabel, je suis directeur digital et innovation chez Valmen Consulting et j'ai eu le plaisir d'intervenir aux états généraux de la FANAF et de la CIMA. Alors c'est une question qui interroge le développement de l'assurance tout court
Plus que de micro-assurance, on parle aussi d'assurance inclusive, emerging consumers. Donc en fait, c'est comment développer l'assurance en tenant compte des contraintes et des opportunités par rapport à la masse de population à assurer qui ne le fait pas, qui ne le font pas. Donc c'est comment, entre guillemets, vulgariser, démocratiser, créer de la confiance entre assureurs et assurés pour que l'assurance fonctionne et touche non plus 10% d'une population d'un pays, mais environ 80 à 90%. Alors peut-être pas, parce qu'il y aura toujours une pauvreté de l'ordre de 20-30% selon les pays, mais on voit bien qu'il y a 40 à 50% de la population qui pourrait se couvrir, mais qui ne le fait pas. Parce que ça ne leur parle pas, ils n'ont pas confiance, parce que les produits sont trop techniques, parce que les primes sont des fois trop élevées et finalement ils préfèrent s'auto-assurer d'une certaine façon. D'abord c'est en comprenant mieux ce qu'on appelle globalement le client, ses besoins, ses demandes. Ce sont les deux que l'on regarde. Ensuite on essaye de développer des processus qui soient adaptés. Quand on demande à un marchand ambulant un certificat de professionnel et une fiche de salaire, ça n'a pas de sens. Donc on réfléchit à revoir tous les processus. Ensuite on regarde en termes de besoins et de demandes, par exemple selon les cultures. Vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, chez les Baoulés, les BT, on a très vite vu que les besoins de funérailles en termes de couverture étaient importants parce qu'ils payaient très très cher. Et donc une prime d'assurance faible peut les dépanner de façon colossale en cas de problème. Ce qu'on a eu aussi en Haïti. Par contre, dans d'autres pays, ça va être, ou dans d'autres cultures, ça va être d'autres besoins. La santé est une forte demande, donc il va falloir bien structurer les réseaux de soins pour que ça fonctionne, pour répondre à leurs besoins. Donc on travaille vraiment en connaissant mieux les populations, en travaillant avec les réseaux de distribution, en améliorant surtout ce qu'on appelle classiquement l'efficacité opérationnelle des assureurs, c'est-à-dire les coûts de gestion et d'acquisition sont beaucoup trop élevés et le digital est amené à jouer un rôle extrêmement important pour changer tout ça. L'assurance maladie. Comment répondre aux besoins des populations tout en assurant la rentabilité? Je suis Madame Dossou d'Almeida Myriam. Je suis directeur général de l'Institut national d'assurance maladie au Togo. Alors, il faut savoir qu'on a parlé essentiellement d'assurance maladie. Et quand on parle d'assurance maladie et qu'on parle de rentabilité, vous vous doutez bien que les usagers, les bénéficiaires peuvent s'offusquer. Il s'agit surtout d'optimiser la gestion de l'assurance maladie. Les États de la plupart des pays de la CIMA ont entamé depuis quelques années des processus de mise en place de couverture maladie obligatoire. Cela suppose qu'il y ait une certaine synergie entre les acteurs qui sont sur les marchés. Les assureurs ayant déjà un outil qui permet d'organiser la solidarité entre les populations. Les régimes d'assurance maladie donc développent une couverture à la base avec des paniers de soins très adaptés aux besoins réels de l'ensemble de la population pour couvrir tous les citoyens dans le cadre des recommandations de l'OIT et des conventions que la plupart des États ont signées. Donc aujourd'hui, il faut que les assureurs et les organismes nationaux de gestion d'assurance maladie s'asseyent, qu'ils travaillent ensemble afin qu'on puisse améliorer la santé des populations. Alors, je disais tantôt, parler de rentabilité en parlant d'assurance maladie me paraît antinomique. Il faut parler plutôt d'optimisation de la gestion parce que tout se trouve dans les coûts de gestion. Les coûts de gestion sont élevés parce que les assureurs n'ont pas une taille critique. L'assurance, c'est la loi des grands nombres. Et dans une population donnée, ils n'ont pas une taille critique de souscripteurs pour pouvoir optimiser les coûts de gestion. Je suis Nelly Mongoso, directrice générale d'Alliance Togo Assurance et actuaire. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, en ce qui concerne l'assurance santé, puisque je suis intervenue sur l'assurance santé, il faudrait pouvoir avoir en même temps une couverture maladie universelle pour couvrir les populations dans leur globalité sur des soins primaires et ensuite laisser le champ à l'assurance santé des assureurs privés pour prendre le complément. Ainsi, l'assurance santé se développera de manière rentable.
Justement, leur activité est plus rentable quand il y a plus de monde couvert. Et pour qu'il y ait plus de monde couvert, il faut que l'assurance soit accessible à plus de monde. Et c'est pour cela qu'on veut passer par la couverture maladie universelle. Oui, ces obstacles sont justement la faible mutualisation, ces obstacles sont la fraude des assurés, les comportements d'anti-sélection, c'est les surfacturations et surcotations des actes par les prestataires de santé et c'est également la sous-tarification des assureurs et la non-application des clauses d'ajustement contractuelles. Système d'information. Outils pour une efficacité opérationnelle. Donc, je suis M. Fawzi Al-Mustafa de Orsis Communication. Donc, c'est un éditeur de solutions pour les compagnies d'assurance. Les faiblesses, normalement, souvent que nous rencontrons chez les compagnies d'assurance, lorsque nous sommes amenés à mettre en place des systèmes d'information, c'est que nous trouvons toutes les fonctionnalités, normalement, qui ne sont pas totalement intégrées. Et parfois, on trouve jusqu'à 50% normalement des fonctionnalités qui sont déjà dans le système. Et la majorité des fonctionnalités sont assurées d'une manière manuelle. Donc, ce qui complique parfois la tâche normalement aux compagnies d'assurance pour avoir les données en temps réel, etc. Les perspectives, normalement, nous demandons toujours aux compagnies d'assurance et toutes les compagnies d'assurance que nous avons accompagnées, c'est de mettre en place un système d'information qui doit être intégré, qui doit être intégré. Il faut que la compagnie d'assurance, pour le mettre en place, il faut qu'elle s'organise autour de ce système. Parce que le système d'information intégré, c'est un système qui est structurant. Donc, notamment, il va changer l'organisation de la compagnie d'assurance. Et souvent, normalement, ce sont ça les difficultés, normalement, rencontrées dans la mise en place de ce genre de système d'information. Mais les compagnies d'assurance finissent par s'adapter et se structurer sur le système d'information qui leur permet normalement donc souvent d'assurer donc cette transition normalement informatique, étant donné maintenant que le régulateur exige un système informatique fiable et performant, donc ce qui oblige les compagnies d'assurance à y aller maintenant sans attendre et donc ils sont hésitation. Les conséquences, vous le savez normalement, donc tout d'abord, c'est que tout d'abord, la compagnie d'assurance n'arrive pas à maîtriser normalement donc son réseau. Il n'arrive même pas à maîtriser donc ses finances. Il n'arrive même pas à maîtriser, si je prends l'assurance automobile, ses attestations. Et on trouve beaucoup de fraude donc, au niveau des compagnies d'assurance, etc. par rapport à ça, parce que c'est le manque de ce système d'information. Bon, ce n'est pas le digital, non. Tout d'abord, on ne peut pas venir embellir une maison qui va tomber. Donc tout d'abord, commencer tout d'abord par vraiment réparer l'intérieur de la compagnie, c'est-à-dire mettre les socles, mettre ce que nous appelons, nous, le back-office, qu'il soit un système qui est bien fiable et qui est bien consistant. Et puis, bien sûr, on peut faire ça en parallèle avec le digital. Le digital, tout simplement, il va permettre à la compagnie d'aller toucher d'autres vraiment acteurs, donc d'autres personnes normalement qui ne sont pas concernées par l'assurance maintenant. Mais s'il ne va pas résoudre le problème, il va juste compliquer encore le problème si à l'intérieur de la maison, tout vraiment n'est pas clair, n'est pas bien défini. Consolidation des marchés et nouveaux enjeux de contrôle des assurances en zone CIMA. Daniel Diallo, je suis le secrétaire général de l'ASACI. Alors, il y a deux genres de questions, deux réponses qu'on peut donner. Selon qu'on est assureur, on va dire qu'il faut des assurances obligatoires. Mais si l'on est consommateur, il se peut qu'on réponde non, il y en a déjà. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est pas bien fait? Est-ce qu'il faut ajouter? Est-ce que nous avons le pouvoir d'achat? Est-ce que vous allez respecter vos engagements si on nous en ajoute? C'est ce genre de questions-là c'est ce qui suscite d'ailleurs le débat. Et voilà pourquoi est-ce qu'en atelier, on en discutera en long et en large, parce que la décision n'est pas facile à prendre. Pour côté assureur, ce qui l'intéresse, lui, c'est de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas assurés. Et quand il y a des drames qui se posent, par exemple, on a parlé des incendies de marché, des incendies de maison, une assurance obligatoire ferait que les gens seraient assurés. Et si jamais ils ont un sinistre de ce genre-là, ils seront dédommagés par les assurances. Sauf que les gens ignorent même ce genre d'assurance et ils pensent que ça coûte cher. Alors qu'en réalité, ça ne coûte pas si cher qu'ils le pensent. Il faut peut-être que les assureurs aussi fassent un travail, qu'ils aillent vers eux pour leur expliquer. Mais comme déjà la confiance est rompue entre assureurs et assurés et victimes, il faudrait peut-être qu'on travaille sur cette base-là d'abord. Et après, nous verrons comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à des assurances obligatoires comme dans d'autres pays où le fait d'avoir mis peut-être des assurances obligatoires, ça a permis au taux de pénétration de l'assurance d'augmenter. Non, pas tout à fait. Attention, ce n'est pas l'État qui assure. L'État, lui, il a un rôle de régulateur. Il va dire, compte tenu par exemple de l'automobile, il y a beaucoup d'accidents. Et les gens n'ont pas les moyens de payer les indemnités. L'État dit, dans ce cas, vous allez obligatoirement prendre une assurance pour votre responsabilité civile.
C'est ce qu'on demande dans d'autres domaines aussi. La RC scolaire peut-être, la multirisque habitation, chef de famille. Il y a différentes garanties que l'État peut dire « je vais vous obliger, vous citoyens, à la souscrire » parce qu'il y va de votre intérêt. Parce que l'État, lui, il est là pour dire aux gens « dès qu'il y va de votre intérêt, que vous le vouliez ou non, moi je vais rendre ça obligatoire. » Mais après, vous en verrez les bénéfices. C'est sur ce débat-là que nous sommes. Je suis M. Mamadou Dem, directeur des assurances du Sénégal. J'avais en charge le panel sur la maturation des marchés et taille critique des sociétés. Absolument, bon, on est parti d'un constat. Donc, malgré les augmentations de capital qui ont été opérées par la CIMA, on voit que le nombre d'acteurs augmente alors que le chiffre d'affaires moyen n'a pas beaucoup progressé. Aussi, au niveau du PIB, on s'est rendu compte que nous tournons autour de 1%, comme des pays comme le Maroc qui sont à 3,50 et des pays comme l'Afrique du Sud qui sont à 14. Donc on se dit qu'il y a un problème, on doit pouvoir faire plus. Et quels sont les problèmes là, qu'on essaie de les identifier et de voir comment évoluer vers des sociétés beaucoup plus solides, beaucoup plus concentrées et à même de porter ces choix stratégiques. Donc, je suis Salma Beradassouni, je suis chargée de mission auprès du président M. Hassan Boubrik de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, donc au Maroc. Donc j'ai été ici pour présenter l'expérience marocaine en termes de mise en place et de mise en œuvre d'une réglementation prudentielle basée sur les risques. Oui, alors la réglementation basée sur les risques, c'est une pratique qui est promue par l'Association internationale des superviseurs d'assurance, donc l'IAIS, qui promouvoit donc le fait de surveiller les entreprises d'assurance en se fondant sur les risques qu'elles encourent. Le Maroc adapte en fait ces pratiques-là en simplifiant, en suivant le principe de proportionnalité. Donc nous avons beaucoup simplifié, nous avons simplifié le pilier 1 notamment, donc les exigences quantitatives de cette réglementation. Et nous avons repris pas mal de choses qui proviennent du pilier 2, que nous avons considéré qu'elles étaient bien fondées et qu'elles pouvaient être reprises au niveau du Maroc. Alors, le premier enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu de financement de l'économie. Donc aujourd'hui au Maroc, les assureurs investissent beaucoup dans le marché actions. 45% des placements sont dans les actions. On ne peut pas du jour au lendemain demander aux entreprises de désinvestir du marché actions. Donc il faut y aller dans la progressivité, il faut les accompagner petit à petit. Au sortir de ces états généraux, les acteurs espèrent obtenir la mise en application de solutions concrètes évoquées à l'issue des échanges pendant les ateliers à travers les comités de suivi mis en œuvre dans les différents États membres de la zone CIMA. Cette journée se ferme ainsi en détente sur une note conviviale autour d'un dîner offert par Aveniré, réunissant les participants, les panélistes et tous les acteurs.